Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football. Je suis Jason Odell. Salut à tous, moi c'est Guillaume Cotter. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. Notre invité aujourd'hui, c'est Andrea Mutombo. Euh, un peu tes débuts en Belgique. On se rappelle notamment quand tu jouais à Anderlecht en U17. On se rappelle ensuite que tu as joué à Portsmouth en U21. Tu as fait beaucoup de clubs dans ta carrière. Après l'Angleterre, tu es retourné en Belgique assez jeune, notamment en Standard de Liège, Sint-Truiden, Cercle Bruges. Ensuite, tu as joué dans différents pays comme la Croatie, la France, l'Écosse. Et aujourd'hui, en Suisse, à Neuchâtel Xamax en Challenge League. Andrea, j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur Pluton Football. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci. Merci à toi d'avoir répondu favorablement. Et je me réjouis de pouvoir entamer cette discussion avec toi. Et j'espère inspirer beaucoup de gens et apporter de la valeur. Bon, alors pour revenir sur ta carrière et tes débuts, tu as dit en fait dans le document de pré-interview qu'une des clés du succès, c'est de rêver. En quoi est-ce que pour toi, c'est une clé du succès? Parce que tout part d'un rêve, en fait. Tout part de ce désir, de cette magie, en fait. Ça part de là, parce que dès que tu t'arrêtes de rêver, tu perds tu perds un peu l'espoir, parce qu'après, ça devient trop réel. Alors que le rêve, ça fait te dépasser. Et moi, je pense que moi, c'est mon avis. Le rêve, c'est le début de toute chose. Et toi, comment il a commencé ton rêve? Euh, D'abord, il a commencé comme tous les jeunes. Tu rêves parce que tu regardes la télé. Mon joueur préféré, c'était Ronaldo et Fenomeno. C'est mon premier maillot de football que j'ai reçu. Après, Après, le rêve aussi, il se transmet aussi. Enfin, il se transmet. J'ai une famille, on est beaucoup de cousins, frères. On est beaucoup professionnels. Ma famille, on est plus de 5 6 professionnels de, de, de famille, de vraies familles. Donc, il se transmet aussi le rêve, mais je trouve qu'il y a toujours un moment, un âge où il y a un vrai déclic, où le rêve, où il devient ton propre rêve. Au début, tu es dans un moule, tu es dans une ambiance collective, que ce soit le quartier, que ce soit la famille. Moi, c'était un peu les deux. Au quartier, tout le monde joue au foot. Ça joue au foot jusqu'à pas d'heure, en bas du bloc. Et puis après, il y avait la famille en plus. Plein de choses. Mais il y a un moment où le rêve est devenu personnel et comme je me rappelle très bien, j'avais 14 ans. Et le rêve, il est devenu vraiment personnel et réel. Ouais, justement, j'allais revenir et tu as dit justement dans ce même document qu'un moment marquant de ta carrière, c'est que tu te rappelles exactement du jour où tu as décidé de devenir footballeur professionnel, du moins tout faire pour y arriver. Est-ce que Mhm. tu peux nous rappeler, un peu nous emmener à ce jour-là, si tu as des souvenirs? Bien sûr, j'ai des souvenirs très clairs. Faut d'abord que je remette le contexte. Euh, je suis de Bruxelles et j'ai grandi à Bruxelles. Donc, faut savoir que Bruxelles, c'est une ville très cosmopolite et il y a beaucoup de quartiers à Bruxelles. Pour pas exagérer, c'est pas le ghetto, mais il y a beaucoup de quartiers. Et moi, je suis d'un quartier où il y a beaucoup de violence, des jeunesses, de la délinquance, tout ça. Et là d'où je viens, il n'y avait pas vraiment de modèle de réussite, pas du tout même. Zéro, pour être honnête. Et ça veut dire les jeunes de mon quartier, c'était souvent la même chose, d'être très talentueux et ça finissait toujours dans la délinquance, ça finissait toujours dans ce genre de choses-là. Et je grandis dans ça et je suis quand même un enfant qui grandit avec beaucoup d'amis, mais j'ai toujours mon cerveau un peu ailleurs, dans le sens où là où reproduisait ce que nos aînés faisaient, c'est-à-dire les bêtises et tout ça, c'était dans ces bêtises-là, mais j'avais quand même mon cerveau qui était un peu parfois déconnecté, où je savais que ce qui se passait là, c'était faux, c'était un faux rêve. Et suite à des bêtises que je ne vais pas citer parce que ça sert à rien de promouvoir ce genre de bêtises, mais une bêtise de jeunesse, hein, rien d'alarmant. Je me retrouve ben, la police, des trucs comme ça. Et il y a ce jour-là, mon frère, parce que j'habite avec ma maman, et j'ai mes frères, mais sans papa.
Et mon frère prend le pas sur l'autorité maternelle et dit, bon, là, je vais m'occuper de mon frère, parce que sinon, ça va, de cette bêtise-là, on peut en découler à des plus graves plus tard. Et donc, il me tire les oreilles, même si c'était plus que tirer les oreilles. Et, et il me ramène chez, il y avait un peu un éducateur de quartier qui s'occupait beaucoup des jeunes du quartier, donner des entraînements pour les faire faire des activités à la place de traîner en bas du bloc ou traîner et puis se faire influencer dans le vice des quartiers. Et il me ramène chez lui et il lui dit tu dois prendre mon frère tout de suite, tout de suite. Et déjà au quartier, tout le monde disait que depuis très petit, qu'il fallait m'encadrer parce que j'avais du talent depuis très petit. Même les plus grands qui étaient dans des bêtises, tout ça, ils faisaient que dire à ma mère, il faut le mettre au foot, faut le forcer au foot parce que lui, il a un truc spécial, il faut le forcer, il faut le forcer. Et là, c'était le déclic parce que j'avais été renvoyé d'Anderlecht plus tôt, en plus jeune en plus. Donc, je me retrouvais juste à jouer au quartier et je voulais jouer nulle part d'autre à part Anderlecht. Donc, c'était vraiment le moment où j'avais beaucoup de temps libre, on va dire. Et ben, ce monsieur, on peut dire ce mentor m'a parlé toute une nuit, C'est mentor. ouais, vraiment. Et j'ai fait un premier entraînement avec lui, deuxième, troisième. J'étais toujours un peu vague et il y a une discussion une fois qu'on a eu. Après, donc, genre, il m'a pris en main, il m'entraînait tous les jours. J'étais sans club, il m'entraînait tous les jours. Il m'obligeait après l'école à passer chez lui, puis après on allait s'entraîner. En fait, il me faisait en sorte que j'avais pas de temps libre. Il m'a fait sortir un peu de cette dynamique de quartier, mais sans m'en rendre compte petit à petit, parce qu'en fait, entraînement sur entraînement, tu n'as plus le temps. Il me faisait faire mes devoirs, puis j'allais à l'entraînement avec lui sur le terrain, puis on mangeait ensemble, il me redépose à la maison. Donc il a fait un rôle, et gratuitement, je précise, gratuitement. Donc il m'a vraiment sorti d'une routine de quartier, vraiment, et pour moi, c'est là que je suis devenu professionnel. Pour être honnête, pour moi, le professionnalisme, c'est au-delà du statut ou du contrat, c'est l'attitude que tu as par rapport au travail. Pour moi, c'est ça le professionnalisme. Et on va dire, je suis devenu pro à 14 ans, 15 ans. Il m'a mis dans un mood où je m'entraînais tous les jours de la semaine, tous les jours. Et je me rappelle de cette discussion de ce soir-là, un mois après avoir commencé à m'entraîner avec lui, où, entre guillemets, il m'a, j'ai envie de dire, il m'a donné des paroles prophétiques, mais en fait, il nourrissait le rêve dans ma tête. Il m'a dit, toi, tu vas être professionnel, à tel âge, toi, tu vas. Et, et tout s'est presque réalisé. Donc, je me rappelle, c'est ce jour-là il a réussi à me faire croire. En fait, il a réussi à me faire croire que mon rêve était vrai et que j'allais vraiment devenir professionnel et j'y ai cru. Et j'étais persuadé après là. Là, dans ma tête, c'était bon, j'allais être professionnel, quoi. Ouais, exactement. Non, on va revenir un petit peu sur certaines choses que tu as dit que je trouve vraiment très Mhm, intéressantes et très marquantes. Et bon, je pense que mhm, Jonathan aussi va vouloir rebondir. Mais il y a mhm, déjà un premier point que j'aimerais revenir, c'est donc vraiment, on te le disait même au quartier, voilà, que toi, tu avais besoin d'être encadré vraiment. C'est-à-dire, voilà, mhm, tu es quelqu'un de voilà, un peu turbulent, tu as dit que tu as fait des bêtises. Et puis aussi, j'aimerais juste mhm, revenir, tu as dit, tu t'es fait renvoyer d'Anderlecht. Est-ce que c'est aussi ouais. dû à ça, à ton comportement ou... Euh, pour être honnête, je ne veux pas forcer, mais là, en direct, forcément, je t'ai pas renvoyé à cause de ça, je t'ai renvoyé surtout à cause on va dire, manque de discipline, mais c'est pas de comportement, c'est dans le sens, faut savoir que faut que je donne un peu des distances. Vous êtes de Lausanne? Vous êtes Ouais. de Lausanne, plus ou Et moins, eh ben, je vais donner des distances. Mon quartier, il était, comment il s'appelle la cité qui est à Lausanne, tout près de Renan? J'ai oublié Ah, comment elle s'appelle la cité. moi, je suis sur Genève et Guillaume, il est en Valais. Ok, bah, imaginons, je suis je sais pas, mais en tout cas, de chez moi, de ma cité au foot, il fallait prendre des transports et c'était 30 minutes de transport. De Ok. chez moi jusqu'à Anderlecht. En transport, 30 à 35 minutes. Et j'allais seul au foot à 9 ans. Et Hmm. faut dire, pour une maman, c'est pas facile. Son fils, il revient l'entraînement, il a 19h, 18h, il revient à 21h dans les transports. C'est tout ce qui peut se passer dans les transports. Et c'était pas facile. Donc, ça veut dire, Anderlecht, déjà très jeune, déjà à 8 ans, on a 3 entraînements par semaine déjà. Ah ouais, non. Et ça veut dire que ma mère, elle avait imposé au club, elle a dit, si vous voulez mon fils, il vient qu'à un ou deux entraînements maximum par semaine. Donc, la première année, ils ont accepté. La deuxième année, ils ont accepté. La troisième année, on arrive à quatre entraînements par semaine et j'en venais qu'à deux. Et ils ont dit, bah, déjà qu'ils ne me faisaient pas payer les cotisations, tout ça, parce que bah, j'avais des privilèges, tout simplement.
Ils ont dit, bah, alors s'il vient pas à l'entraînement carrément, bah, alors, qu'il aille jouer à côté de chez lui, quoi, tu vois. C'est qu'il est... Et ma mère, elle était pas, on n'avait pas de voiture et tout ça. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on m'a mis de côté. On m'a renvoyé. Mais et ça a joué grave dans mon mental parce que j'ai joué dans aucun club après. Je voulais pas jouer dans un autre club jusqu'à ce que je revoie ce mentor-là. Pour moi, c'était un échec de. Parce qu'ils sont venus me chercher, en fait. Moi, là-bas, le foot, je connaissais que le Brésil, je connaissais la France, je savais pas qu'il y avait des clubs. Mhm. Et quand on est venu me chercher, je suis arrivé dans le meilleur club de Belgique, je pensais, et puis après, on m'a renvoyé. C'était un peu. C'était fort pour un jeune de 11 ans. Bon, en tout cas, je trouve très impressionnant cette entrée en matière, avec aussi un aperçu, je pense, dans ton monde qui est assez Mm. fascinant même. Tu as dit deux mots qui m'ont marqué. Avant, tu as dit, et tu l'as répété, c'était un mentor, ce monsieur dont tu parles. Ouais, ouais. Puis avant, tu as dit, il m'aidait gratuitement. Alors, j'ai envie de te poser les deux questions, peut-être commencer par un mentor. En quoi est-ce qu'il a Mhm. été un mentor et qu'est-ce que c'est un mentor au final, tu vois, pour... Bah, déjà, mentor, parce que premièrement, il est plus âgé. Déjà, juste par ce fait-là, déjà, il est plus âgé, donc il avait une expérience de la vie qui dépassait mon expérience à moi. Et il a jamais été professionnel, Ok. ce monsieur-là, mais c'était un très bon joueur parce que déjà, du quartier, quand il y avait les tournois du quartier, c'était un ancien qui était grave respecté. Il était arrivé du Congo quelques années avant, je crois, 6, 7 ans avant, 8 ans, il était venu pour les études. Bon, c'était un étudiant correct. Et, mais c'était un athlète, c'était surtout un athlète. Et il était très fort dans les toits de quartier. Et donc, déjà, il y avait un respect parce que quand tu es jeune joueur de foot, tu as besoin aussi que la personne qui veut te donner des conseils sur le foot, tu as besoin qu'il sache un peu jouer parce que sinon, tu vas te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et déjà, de ce côté-là, il mettait déjà d'accord un peu le quartier. Donc, il avait déjà ce crédit-là. Et c'est un mentor surtout parce que il, il m'a appris la vie plus que le foot. Bien sûr, à travers le foot, mais c'est la vie qui m'a appris, mais vraiment. Et il m'a, mon rêve, il a réussi à me le faire visualiser. Parce que transformer du rêve à la réalité, en fait, il faut savoir le visualiser et créer un chemin qui va t'amener vers ton rêve. Et pas juste rêver. Parce que parfois, tu rêves et tu restes sur place. Lui, le rêve, il était toujours présent, c'était l'objectif. Et sur le chemin, il te faisait visualiser les étapes pour y arriver. Donc, c'était un mentor. Il n'y a pas d'autre mot, mentor, vraiment. Quand tu dis, tu as encore dit quelque chose qui est marquant, mais quand tu dis, tu as appris la vie. La vie pour toi, alors, c'est notamment savoir visualiser, si je comprends bien, Ah oui, ton rêve et aller de l'avant. ok. Clairement, déjà, déjà, il m'a transmis parce que c'est un grand rêveur aussi. Bah, ça commence déjà par ça. Ça commence par en fait, c'est mon mentor parce qu'il a réussi, ou il arrive toujours, il arrive avec d'autres personnes, il arrive à te faire croire que, en fait, tu rêves pas. Tu es en train de visualiser ce qui va arriver. Et là, il a les mots, il a la manière de t'arriver. Et il arrive à te faire. C'est pour ça que je dis visualiser. Il arrive à te matérialiser mon esprit que c'est pas un rêve. En fait, c'est juste là. Et fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu vas. J'ai pas les mots exacts, hein, désolé, Non, mais. non, franchement, je voulais dire en fait, en plus de cette visualisation dont tu parles, du rêve, et c'est quelque chose d'assez fort quand tu dis il m'a appris la vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont avec, qui t'a appris et qui vont dans cette case, il m'a appris la vie? Ah ouais, clairement. Parce que déjà, là, j'en parle comme ça, mais c'est l'armée avec lui déjà. Donc, déjà, il m'a appris la discipline. Ça, c'est déjà le premier point. Il m'a appris la discipline, mais une discipline que. Une discipline à l'extrême pour que tu puisses faire le. Après toi-même, tu puisses faire le bon dosage. Ok. Mais à l'extrême, dans le sens, tu devenais un soldat, comme à l'armée. Comme à l'armée. Mais bien sûr, il y avait des moments super cool, super. Mais il y avait une discipline. En fait, il a commencé par la discipline. Et je m'en suis servi dans plein de choses. C'était la discipline. Lui, c'était comme l'armée, mais dans le foot. L'entraînement, rater un entraînement, des trucs comme ça, c'est assidu.
Ça, c'est vraiment. Et c'est pour ça que je dis dans la vie, il m'a appris plein de choses. Ça veut dire que aujourd'hui, dans tout ce que j'entreprends, même en dehors du foot, si je fais un truc, je vais aller au bout. Et je vais toujours. Après, ça va faire prétentieux, mais je vais avoir du résultat. Parce que euh, je me discipline, mais je mets vraiment dans ce que je vais faire. Et ça va vraiment. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. À mon échelle, bien sûr. Mm. Mm. Non, moi, je trouve vraiment fort déjà d'avoir un mentor. Tout le monde n'en a pas Ah, et la façon dont mm, tu en parles et tu l'as eu aussi jeune, ouais. c'est une chance et moi, je trouve Ah, vraiment bien sûr. bien Mais, ça. mais ça, mais je l'ai jamais nié, même dans d'autres interviews. Si un jour vous allez rechercher des interviews, moi, je le sais, moi, que sans cette personne, je ne serais pas de joueur de foot professionnel, je le sais. Mm. Et c'est pas ça qui enlève mes qualités intrinsèques, ou ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, les qualités, c'est 1%, c'est même pas 2%, c'est 1% du truc. Donc, c'est pas ça que je suis en train de dire, parce qu'il y a d'autres qui diront que, ouais, mais il a pas dit ça à un jeune qui savait pas déjà jouer. On parle d'un jeune qui joue déjà en élite, et qui joue dans. Le problème, il est même pas là, parce que des joueurs qui jouent en élite, à mon âge, il y en a des millions dans le monde, et qui deviennent professionnels, il y en a très peu. Donc, c'est en dehors des qualités, c'est vraiment en termes de. Il m'a rempli le cerveau et il m'a, il m'a pas laissé le temps de penser, pas de penser autre chose, mais d'être distrait par autre chose. Et ça, c'est trop important pour un jeune. Ouais, en Mm. résumé, il est un peu enfin, je sais pas, c'est peut-être trop fort, mais c'est lui qui fait le footballeur que tu es et aussi l'homme que tu es Bah, aujourd'hui. clairement, clairement, clairement. Genre, ma femme, aujourd'hui, parfois, elle m'entend parler avec lui, elle a des fous rires. En mode, mais en fait, c'est de là que tu as tout volé. Parfois, il dit des citations, des trucs et tout, et elle rigole parce que on se rend pas compte à quel point, à cet âge-là, on est vraiment une éponge et tout se comprend. C'est vrai. On se rend pas compte. Même, je comprends même mieux pourquoi parfois les parents étaient sceptiques. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous. Parce qu'en fait, à cet âge-là, désolé, tu peux envoyer quelqu'un au djihad. Mmh. À cet âge-là, tu peux faire rentrer des informations à un jeune très, très, très négatives. Et le petit, il va dehors, il prend une arme et il tire sur tout le monde. Mmh. Donc, c'est vraiment l'âge sensible. C'est l'âge. Où tu es une éponge, toutes les informations qui rentrent, elles suivent leur cours. Ça veut dire, toi, tu penses qu'elle est juste rentrée, elle est sortie, mais ça cogite toujours à cet âge-là. Et ça reste, jusqu'aujourd'hui, ça reste. En tout cas, moi, j'espère qu'il entendra ton message parce que c'est indéniable que ça le touchera. Maintenant, sur le deuxième terme que tu as employé qui était fort lui aussi, c'était le terme de gratuit. Et tu l'as dit, j'ai l'impression d'une manière qui a quelque chose à voir avec ça. Ça t'a Ah touché. oui, ah, bien sûr, bien. Expérience avec ce mot, la gratuité, savoir donner sans attendre quelque chose en retour. Parce que ça n'existe plus, entre guillemets. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Je vois des millions d'académies, de sites de football, de ça. Et je tiens à préciser, parce que là, j'ai parlé de moi. Mais ce monsieur-là, il a fait ça avec 5 joueurs. Et les 5 joueurs, on est devenus professionnels tous les 5. Il a fait un 5/5. Je peux citer les noms. Mmh. Michi Batshuayi, moi, le petit frère de Michi Batshuayi, Aaron Liaïseka, qui joue maintenant à Metz, et Julien Vercotteren, qui a joué à Nice, ok, un autre joueur, et Julien Ngoy, aujourd'hui, qui joue avec Penn en Belgique en D1, qui est prêté par. On va parler. On va parler club anglais, ça va me Mmh. revenir. Mmh. Et c'est les Ouais, 5 c'est qu'il a. Stoke City, non? Pardon? Stoke City, peut-être. Stoke City, ouais, exactement. Et Julien Goy, c'est nous 5 qui l'avait. C'est nous 5. Il a commencé avec nous 5 au quartier. 5 joueurs. Et les 5 sont devenus professionnels à des échelles différentes, mais 5 professionnels. Et ça, c'est presque du jamais du. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est ça qui faisait que ça marchait parce qu'en fait, euh, même entre nous, on cultivait les rêves de chacun. Parce qu'on a des âges différents. Je suis le plus âgé, je suis le premier. Ça veut dire que bon, si peut-être moi, ça passait pas, les autres, ça n'allait pas passer. Je suis le premier, j'ai 3 ans de plus que tout le monde. Non, 3 ans de plus que Michi et Julien. Et puis le deuxième, c'est des 9-7. Donc, en tout, j'ai 7 ans de plus que le dernier. Et j'étais le premier. Ça veut dire que moi, ça devait passer pour que les autres, ça passe. Et c'est Mmh. passé. Et donc, et on a ce groupe jusqu'aujourd'hui, on est toujours connectés, toujours ensemble, tout ça. Mais il a réussi à vendre en collectivité. Donc,
Le cerveau collectif, on y croyait tous, on était tous dans le même truc et inarrêtable. Ouais, c'est fort. Et Et donc aujourd'hui, gratuitement, excuse-moi de te couper, hein, gratuitement, je le dis vraiment parce que c'est un mot qui n'existe plus. J'ai des photos, mais après, sûrement on veut peut-être pas les donner comme ça à tout le monde et tout. On les gardera peut-être un jour de notre vie. Mais j'ai des photos, on est à 5 sur un plat chez le monsieur en question. On est à 5 sur un plat et nos parents ne donnent pas un euro, hein. Ils nous mm, prenaient, tac. Vraiment, il était en mode. En même temps, lui, il faisait ses études d'entraîneur, il faisait ses autres études. Ça ne le dérangeait pas, en fait, mais il a fait des sacrifices pour nous gratuits qui n'ont pas de prix. Ça veut dire que même demain, on fait une collecte, on lui donne 1 million d'euros. Ça ne remplace pas, en fait, parce que c'est. C'est Moi, irremplaçable. voilà, moi, aujourd'hui, j'ai un garçon, j'ai un fils, je sais pas comment expliquer. Je, je préfère lui donner ce qu'on m'a donné que de lui faire un compte et donner 1 million d'euros dans son compte. Mais je peux faire les deux, c'est encore mieux. Je peux faire les deux, c'est encore mieux. Mais à choisir, j'ai pas le choix. Je lui donne rien du tout et je donne 1 million, ou bien je lui donne pas le million, je donne tout ce qu'on m'a donné, je lui donne ce qu'on m'a donné. Cette énergie-là, ce truc-là, c'est gratuitement en plus. C'est vraiment quelque chose qui n'existe plus. Ah, de ce que je vois, hein, qui n'existe plus. Guillaume, si je peux me permettre de continuer. En fait, bah, je crois que tu soulignes une leçon qui est extrêmement importante et que je pense beaucoup de gens doivent comprendre ou l'auront compris par eux-mêmes selon leurs histoires. Je suis sûr qu'ils comprendront tous. C'est vraiment pas le matériel le plus important dans la vie, mais c'est ce qu'on te transmet du cœur, c'est ça. Ah, Et ah, clairement. est-ce que tu peux dire que c'est ça la force la plus puissante, en fin de compte? Le cœur, est-ce que c'est ça la résolution à beaucoup de problèmes qu'on vit dans notre monde ou à des choses Ah, que tu bah, peux voir plus jeunes? Est-ce que c'est un manque de cœur? Est-ce qu'il faut juste plus de cœur, plus de générosité, de compréhension, d'écoute des uns des autres? ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand, en fait, le cœur est plus fort que la raison. Le cœur est plus fort que le cerveau, mais ça, on ne se rend pas compte. Le cœur, je ne vais pas dire intelligent, mais le cœur, c'est plus juste que le cerveau. Toujours, 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 toujours. Donc, quand c'est avec le cœur, c'est, ça peut être que juste, en fait. Ça peut être que juste. Une fois que le cerveau, il rentre et ça, c'est dans trop de situations, hein, dans plein de passions, dans plein de choses, hein. Une fois que le cerveau rentre, en fait, le cerveau, automatiquement, c'est des données, c'est du calcul. mm, Et une fois que tu commences à rentrer dans une passion en mode données, tu perds quelque chose, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas que dans une passion, c'est même dans les relations humaines, dans tout. Une fois qu'on commence à mettre ça en données, en réflexion, il y a quelque chose qui va déboucher sur quelque chose de pas bon, toujours, dans tout. Et quand c'est le cœur, c'est trop pur. ouais. Waouh! Waouh! Waouh. Ouais, parce que non, C'est c'est un un peu. discours ce que tu dis, c'est un putain de Mm. discours, Non, non, c'est franchement. un peu ça, hein. Je, euh, euh, la même approche que, 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 que- qu'a ce monsieur, je vais citer son nom, il s'appelle Seten Kandou. Euh, il fait la même approche. On revient combien d'années en arrière? Je suis vieux quand même. 15 ans, 16 ans en arrière. On revient 16 ans en arrière. Il fait la même approche et il vient avec des contrats. OK? Il revient avec des contrats. Il dit, écoutez, moi, je vous donne un entraînement. Ça marche pas. Mm. Ça marche pas. Il vient avec vos parents me donnent ça par mois. Moi, je fais ci. Vous inquiétez pas. Et on fait les mêmes entraînements, je vous dis, hein. Les mêmes entraînements, le même rythme. Mais tout est sur papier. Tout est sur comme ça. Tac, 200, je sais pas, 450 € par mois. Tac, vous venez telle heure. Je donne autant. Je vous donne rendu. Ça marche pas. Ça ne marchera jamais. Jamais. Pas un 5 sur 5. Peut-être le plus doux aurait réussi, Mm. mais pas un 5 sur 5. Pas un 5 sur 5. Jamais. Ouais, parce que comme tu dis, ça va vraiment au-delà de l'aspect matériel. Et puis aussi, bon, le foot commence à évoluer. Bon, ça l'était déjà peut-être aussi à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un business. Ah oui, Chaque oui. jeune joueur, on voit de l'argent à la place. Tu vois. Et puis, je pense aussi pour ça qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, comme tu dis. Non, non.
Ça peut plus exister. Déjà à mon âge, c'est l'âge où ça a commencé, que c'est devenu un business ce monstre. Et mais aujourd'hui, c'est c'est plus possible. Il y a des enfants de 13 ans qui sont transférés pour 2 millions, Mm. 3 millions, 13 ans, 12 ans. À partir de ce moment-là, tu sais plus être dans c'est le capitalisme, tu sais plus être, c'est plus possible. C'est plus possible. Déjà, moi, à mon époque, ça devenait déjà très bizarre. Mais alors là, aujourd'hui, mais moi, je trouve que c'est quelque chose de peut-être. Je vois pas que du mauvais dans ça, hein. Je vois pas que du mauvais. Je vois des familles qui s'en sortent. Je vois plein de choses de bon. Mais sur le plan sur lequel on est en train de discuter, je vois ça trop compliqué de mettre autant d'humains dans un business qui est autant lucratif. Ça devient super compliqué. Mm. Est-ce que c'est pas l'argent, c'est peut-être un grand mot de ma part, mais l'argent qui pourrit tout, parce que ça rend l'être humain avare, et puis ce capitalisme est sans limite, et puis quand on dit pas de limite, et puis on dit avare, on sait sur quoi ça débouche. Ouais. Mais tu sais, il y a. Je, 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 je préfère me dire que alors, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est la source du problème, mais le problème est déjà là. Donc, il faut en avoir. Mm. Donc, ça veut dire que c'est la source, c'est vraiment la source du problème. Qui fait que l'homme est avare. Mais on a déjà. Le problème, il est déjà là. Donc, alors, il faut autant avoir de l'argent. Parce que sinon, tu vas rentrer dans un combat contre un système, contre toute une manière de penser qui est collective, et c'est toi qui vas passer pour un fou. Donc moi, demain, j'ai des petits de mon quartier qui peuvent avoir, pour de l'argent, jouer là-bas. Je les pousse parce qu'en vrai, ça fait pas le bonheur, mais ne pas en avoir, ça rend pas heureux non plus, hein. Tout à fait. Ne pas avoir d'argent, ça rend pas heureux. Mm. Je voulais dire encore un dernier petit truc, Guillaume, sans te Mm. couper pour la deuxième fois. Mais est-ce que cette situation-là que tu décris, où il y a peut-être beaucoup, enfin le vice qui s'accompagne de l'argent et les conditions dans lesquelles on vit actuellement, est-ce que c'est pas aussi, on peut le voir comme une opportunité pour toutes les personnes qui sont assez malines, pour voir qu'en fait, on doit réinstaurer des valeurs qui sont extrêmement importantes et que ces gens-là, ils gagneront sur le long terme en réinstaurant des valeurs qui sont fondamentales. Ah, ça c'est sûr. Parce que dé- déjà ces pensées capitalistes, ces pensées sur l'argent, c'est la personne qui est maligne, elle va pas inculquer ça à ses enfants déjà. Parce que comme toute chose a une fin. Ça va s'arrêter à un moment. Tout ce qui est en train de se passer, ça va s'arrêter. C'est obligé. Déjà, on a reçu un avertissement il y a un an où Mm. on pensait que rien ne pouvait s'arrêter. Tout s'est arrêté déjà. Tout s'est arrêté. Le foot s'est arrêté. Chômage partiel, tout le monde. Ça a remis un peu des cerveaux un peu. Ça peut s'arrêter en fait. Et c'est pour ça il faut rester, pour moi, en tant que père, aujourd'hui, je suis papa, je vais rester dans les valeurs, inculquer les valeurs plus que ce côté l'argent, plus les valeurs, parce que je sais que de ces valeurs, peu importe l'époque dans laquelle il vivra, il sera s'en sortir. Mais si je lui inculque le contraire, le système, c'est comme ça, et que si ça change, il va être bouleversé, je pense. Mhm. Donc, quand on parle de valeurs, quelles sont pour toi les trois valeurs les plus importantes dans la vie? L'amour, euh, l'amour, ça englobe tellement de choses parce que je voulais dire la foi, mais pour moi, même dans la foi, dans la religion, en fait, c'est l'amour le principal. Donc, je vais dire l'amour pour englober tout parce que je suis croyant, mais je mets ça dans l'amour aussi. Mm. Parce que ça fait, même la foi, c'est dans l'amour, donc l'amour, la famille, même ça, c'est dans l'amour. Mais bon, la famille, l'amour et je sais, la famille, l'amour et la passion. Mm. Parce que je trouve que la passion, c'est quelque chose qui transcende dans plein de choses. Je parle pas que de foot, hein. La passion pour plein de trucs. C'est des buts, c'est la passion. Moi, je trouve tout ce qui est fait avec passion, c'est un menuisier qui fait ça avec passion, il fait des grandes choses. Un informaticien qui fait ça avec passion, il fait des grandes choses. Un médecin qui aime son métier, il fait des grandes choses. La passion, l'amour, la famille, la passion. Et j'ai envie de te demander bah, d'où vient vraiment ouais, tu parles beaucoup d'amour. Est-ce que ça vient vraiment de ce mentor ou
Ça vient d'ailleurs, de avant ou de Ouais, ça vient de plein, même de mes parents, de ma maman, hein, parce que sa maman, elle était des anciens. Déjà, quand moi je grandis, on va dire l'âge à laquelle tu deviens un peu conscient, un peu, on va dire, c'est 5 6 ans. Avant ça, tu te rappelles pas trop déjà. mmh, Je me rappelle d'avant, mais euh, vraiment qui vient du bled. Moi, je suis né au pays. Je suis né à 6 mois. Ma mère qui vient du bled, elle prend ses 2 enfants. Elle prend aussi le fils de sa sœur pour lui donner l'opportunité aussi. Donc moi, je sais pas quel âge. Je sais pas que c'est mon cousin en fait. Mais aujourd'hui, c'est mon frère, ça change rien. Mais cette mentalité-là de dire, vas-y, moi, je vais en Europe, c'est un peu la galère, j'ai encore de l'argent, est-ce que tu veux que je prenne un de tes enfants? Tu vois, pour lui donner une opportunité de, d'avoir les chances qu'il y a en Europe. Et nous, et pas vu parce qu'il y avait la guerre civile, c'était des années 90. Donc, elle me prend moi, mon frère qui est mon cousin. Euh, Quand tu grandis, une fois que tu l'apprends et que tu vois, tu comprends déjà que tu as grandi dans un climat d'amour, en fait. Parce que y a pas plus que ça. De dire, ouais, je prends ton fils, c'est déjà mon fils. Donc, l'amour, je l'ai depuis. On a vécu avec rien. Moi, j'ai vécu mes parents, on a vécu dans les centres de réfugiés, des trucs comme ça. Même là, tu vois l'amour, en fait. Tu vois, les gens, ils viennent d'horizons différents, mais ils sont en entraide. Et l'amour, c'est la base. C'est la base de toutes ces choses-là. C'est vraiment la base. Et après, ça vient d'où? Ça vient de tout mon vécu, ça vient de ma maman qui est très croyante, ça va de, ouais, ça va de là. mmh. Mm. Ça Donc, vient de là. tu l'as dit déjà, tu nous as donné des pistes depuis avant, tu viens d'en parler un petit peu, mais vraiment pour revenir au départ et un peu ancrer le contexte. Donc, Mm. sauf erreur, ben, tu es né le 7 juin 1990 à Kinshasa, justement, Mhm. mais tu as grandi à Bruxelles. Et ma question, c'est de savoir, bah, tu l'as dit un peu de nouveau, mais comment ça s'est passé ton enfance et puis le voyage? Voilà, peut-être un peu de... Ouais, bah, franchement, j'ai une enfance géniale. Pour moi, hein. Après, je sais pas les autres, mais moi, pour moi, c'est une enfance de rêve, dans le sens, euh, je me souviens avoir manqué de rien, vraiment de rien. Parce qu'en fait, en fait, on se rend pas compte qu'on est petit, on a besoin de rien du tout. Mmh. On a besoin d'aller à l'école et de jouer, en fait, et de s'épanouir, et c'est tout ce que tu as besoin quand tu es petit. Parfois, je me disais, quand je vois mon fils, je vais lui faire ça, je veux tout, mais après, je me rends compte que le petit, un petit, ça a besoin de rien du tout. Ça veut juste être heureux, quoi. Manger à sa faim et s'amuser. Donc, j'ai eu une enfance vraiment top. Euh, la partie des camps de réfugiés, tout ça, j'étais très petit, mais j'ai des images, j'ai des photos, mais quand t'es petit, tu comprends pas, en fait, ces choses-là. Donc, t'es normal, en fait. C'est normal de voir des gens. Et puis après, j'ai habité d'abord à Ixelles, qui est un autre quartier aussi de Bruxelles. J'ai grandi là-bas. Et puis après, je suis parti dans ma cité où j'ai grandi le reste à partir de 7 ans jusqu'à. Et ouais, belle jeunesse. J'étais un bon élève, très turbulent, mais très bon élève. Mmh. Très turbulent, mais très bon élève. Très aimé, surtout par les profs, parce qu'il y avait un contraste entre ma turbulence et, et ce que je arrive à reproduire dans les cours. J'étais très aimé, mais j'ai eu une primaire qui s'est passée très, très, très facilement, avec des facilités à l'école, mais vraiment très turbulent. Pourquoi? Peut-être une surdose d'énergie. Mmh. Euh, et ma jeunesse, c'est ça, hein. L'école, le foot en bas des blocs. Euh, j'ai que des bons souvenirs, en fait. Que des bons souvenirs, vraiment. Bon, moi, j'ai envie de te demander juste, maintenant, vu que tu dis, voilà, tu parles, tu étais turbulent avant. Alors, je sais pas si tu l'es toujours aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, tu te décrirais comment ta personnalité en 3 mots? Hum, Vraiment. Gentil, faux calme, Faut calme. gentil, faux calme,
Et multifocal et, Sage. et plus sage. Voilà, plus sage. Et plus sage. Mais en fait, tu changes jamais vraiment, mais tu arrives Contrôle. à analyser les situations. Quand ça en vaut la peine, quand ça en vaut pas la peine et tout ça. Parce que tu n'as pas ce recul quand tu es plus jeune ou, ou excuse-moi du mot, pour un ta gueule, c'est comme si on m'avait jeté de l'acide sur la tête. Mm. Alors que c'était un petit truc. C'est juste ça, en fait. J'ai dit ça parce qu'avant, j'allais commenter et te dire justement qu'en fait, de tout ce qu'on entend jusqu'à maintenant, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui est extrêmement sage, qui a beaucoup de sagesse en fait. Oula, oula, oula. Honnête, Ouais, c'est gentil. Je le prends comme un compliment. hein. Vu comment t'es étonné, je me trompe peut-être. Non, mais je sais pas, mais j'ai pas la prétention de dire que je suis sage en tout cas, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu. Et ça remplace rien. J'ai vécu. Je sais que j'ai vécu beaucoup de choses et ça remplace rien. Et tu peux faire 100 ans d'études, ça remplace pas le vécu. Le vécu, c'est la meilleure des choses. Ça, c'est quelque chose de sûr. J'ai vécu. Maintenant, est-ce que je suis quelqu'un de sage? C'est l'avenir qui nous dira, mais j'ai vécu. Bon, si je peux me permettre, c'est vrai que tu as beaucoup parlé de ta maman et Mhm, je pense qu'on ressent le rôle si important qu'elle a joué et combien tu l'aimes. mhm, Est-ce mhm. que tu peux parler de ton papa? Ouais, la pudeur, elle est passée depuis des années. Mais en fait, j'ai perdu mon papa très tôt, c'est tout. J'ai perdu mon papa à 3 ans. Voilà, c'est de maladie et Je comprends. euh, c'est pas le cliché du papa qui est parti ou quoi, non. C'est juste que, voilà. Est-ce Et que- ma maman ne s'est jamais remise avec un autre homme. Elle a décidé d'éduquer tous ses enfants seule. Ça, c'est Ouais. pas une tâche facile et Ah ouais. l'histoire, bah, j'aurais envie de te demander aussi, est-ce que tu peux nous raconter plus à propos de ta maman? Parce que c'est ça, on n'en parle pas trop, il faut pas trop sous-estimer, mais c'est assez énorme ce qu'elle a fait. Je veux dire, de partir de ton pays pour aller en Belgique, élever des Mhm, enfants, ton cousin aussi, être une mhm. femme toute seule au milieu de tout ça, je veux dire, il faut s'en rendre compte. Et pour ceux qui peut-être ont vécu des choses comme ça, ils pourront plus facilement relater, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais après, je peux pas parler pour elle. Pas parler pour elle, ni même trop m'étaler sur elle, mais ce que je peux dire, comme on dit chez nous, c'est bonhomme. Ça veut dire, en fait, t'es un bonhomme, t'assumes, quoi. C'est quelque chose de très, très fort. Euh, Ça veut dire que d'un côté, moi, ça me met la pression, parce que moi, ça veut dire que moi, je peux pas faire, ça, c'est le strict minimum que moi, je peux faire pour mes enfants. Ça veut dire, si je fais pas 15% de plus, ça veut dire que je suis pas un homme. Ça Mm. veut dire que d'un côté, c'est aussi une pression, parce que quand je réalise ce que c'est déjà un enfant, je ne sais pas trop comme ça. Tout. Voilà, c'est juste chapeau, chapeau. Tout. Après, c'est son choix qu'elle a fait. Euh, elle a ses raisons. Euh, je sais pas être son. Comment dirais-je? C'est trop facile pour moi de lui jeter des fleurs, ça, mais même si je sais que dans ce que je dis, on ressent que j'ai une estime qui est au-dessus de tout, mais c'est c'est fort. Et mais pas pour non plus la diminuer, il y a beaucoup de femmes qui vivent ce double rôle-là aussi. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, et ça, c'est quelque chose de juste waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça c'est des modèles, c'est ça des modèles de réussite. De, au-delà de un joueur de foot ou peu importe. Parce que là, c'est cliché de mettre des questions de joueur de foot, mais au-delà de euh, quelconque objectif professionnel que tu as dans la vie, eh ben, ça, c'est encore au-dessus, ça. C'est autre chose encore, pour Mm. moi. Je trouvais justement que c'est la deuxième fois que tu emploies le mot modèle de réussite. Est-ce qu'on ne se trompe pas de modèle de réussite dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui?
où on dit que, je sais pas, souvent on matérialise trop peut-être le modèle de réussite, alors qu'en fait, un modèle de réussite, au final, comme tu en parles, c'est une maman qui a su t'élever avec les bonnes valeurs, qui s'est battue au quotidien pour le faire, qui a dû affronter beaucoup d'obstacles. Pourtant, elle est courageuse, elle est toujours là, elle ne baisse Mhm. pas la tête. Et en fin de compte, c'est ça un modèle de réussite, c'est ces valeurs-là. Elle est fière en plus. Ça, c'est un truc que j'ai jamais ressenti. Et ça vient des parents. J'ai jamais ressenti une quelconque infériorité vis-à-vis de quelqu'un. Mm. Et même sans papa, tu vois, j'ai jamais ressenti ça parce que, de, en plus de toutes ces galères, il y a une fierté dans le sens, on se respecte, on le fait, on se bat et on est la tête haute. Et ça, c'est ça les modèles de réussite. Je suis d'accord avec toi à 100%. C'est ça. C'est ça, au-delà de la personne sur laquelle tu es fan et tout ça, tu connais même pas sa vie. Ça se trouve, je sais pas, c'est un tricheur ou je sais pas, peu importe, ça se trouve, je sais pas. Mais ça là, ça c'est au-delà. Ça c'est au-delà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est au-delà des quelconques rêves professionnels ou dans quelconque domaine. Ça c'est au-dessus encore. Bon, maintenant, ouais, Guillaume, tu voulais dire quelque chose. Non, bon. Je, je vous sens ému. Ouais, non, franchement, c'est très très beau ce que tu veux dire. Pardon. Non, non, c'est une très très belle histoire, en tout cas, qui me marque bien. Franchement, Voilà. ça, je l'ai dit avant, mais je répète, hein, franchement, incroyable. Donc, enfin, en tout cas, quand je t'écoute, franchement, c'est Guillaume. C'est nouveau. Pourquoi on fait ce projet? Pourquoi on a lancé tout ça? C'est pour entendre des histoires de malades comme ça. Moi, c'est pour ça que je me lève Mhm. le matin aussi. Pour savoir qu'il y a des gens qui ont des valeurs comme ça, qui ont grandi en se battant. Enfin, je sais pas comment dire. Des gens Mhm, qui ont ces vraies valeurs un peu dont on a besoin dans le monde, que mhm, on manque, justement. Et qu'au quotidien, bah, on doit faire face au mal, mais il y a aussi beaucoup de bien. Et ce bien-là, il est surpuissant, en fait, quand tu prends cette voie-là. Et ouais, vraiment, ces histoires inspirantes, juste qui donnent des leçons quand tu écoutes. C'est le résumé de ce projet, je crois. Pourquoi on fait ce Mhm. projet? Franchement, c'est de la folie, en vrai. En tout cas, pour C'est moi. vrai. Non, ça nous montre aussi ce que c'est la vie. Et puis moi, je crois vraiment aussi sur le fait que chaque personne a son histoire et chaque personne est vraiment riche et on a tous à apprendre des autres aussi. Et c'est mhm. ça que moi, je Clairement, clairement. Mais bon, pour revenir à toi un petit peu, donc Mhm, on a parlé de ta maman, maintenant toi, tu es papa et bon, tu as mhm, dit comme objectif, c'est de devenir un bon papa. ouais. Bah déjà, bah, comment toi tu vis ce rôle de père? Je crois, enfin, ça fait pas si longtemps si je me trompe Non, pas. non, ça fait 9 mois, bientôt 10. Mhm. Bah déjà, félicite Ben, déjà, mais Félicitations, exactement. merci, merci. C'est pas. mais comment ça se Ben, passe et comment tu le vis, ouais. je le vis bien. Euh, bah, c'est cool, en fait. Ça fait partie de la vie, hein. On apprend. En fait, j'apprends. En fait, j'apprends. Donc, je sais même pas dire comment je serai. J'apprends. J'apprends. J'ai plein de neveux et de nièces, mais c'est pas pareil. J'apprends sur le tas. J'apprends des autres. J'écoute. euh, Tout le monde, en fait. De tout le monde, il y a quelque chose à apprendre. Après, j'ai mon, je sais ce que j'ai envie de transmettre, mais Ah, comment le faire, ça, je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'écoute, j'apprends des autres. Je Mmh. sais ce que j'ai envie de transmettre, mais le comment, ça s'apprend. Ça veut dire, je regarde à gauche, je regarde à droite, j'écoute, je fais ci, mais ce que j'ai envie de transmettre, ça, je le sais déjà. qu'est-ce que tu veux transmettre, du coup? L'amour. Je Ouais, l'attends. non, c'est vrai. C'est vraiment, c'est l'amour de son prochain, l'amour de soi-même, l'amour de ses proches. Tout part de là. Et c'est pas pour faire pas pour faire le sensible, l'amour. Parce que même quand tu me vois, tu sais que c'est pas ce que je dégage quand tu me vois directement physiquement face à face, mais c'est vraiment ça, c'est l'amour dans plein de choses, dans ce que tu veux faire. Si demain il va être pianiste, l'amour dans ça. Euh, Ça, c'est vraiment et le respect. Et le respect même même des choses que tu aimes. En fait, c'est un tout, en fait. Pas le respect seulement être un bon soldat, le respect dans ce que tu entreprends. En fait, quand tu respectes ce que tu fais ou ce que tu veux entreprendre, tu mets les ingrédients pour.
Mm. Et ça, c'est vraiment les valeurs que je mets, que le respect et l'amour, hein. Vraiment. J'ai l'impression que peut-être, en tout cas, j'ai envie de dire, je sais pas vous, mais j'ai ce sentiment que parfois le terme de respect, dans la manière dont on nous l'a appris ou qu'on le comprend, c'est détaché de l'amour. Mais en fait, Exactement. Alors que c'est pas le cas. c'est pas Alors le que ce cas. n'est pas le cas. Du Voilà, tout. ça que Du tout. Mais je suis grave d'accord. Parce que quand on dit respect, il y a trop le côté armé. Il y a trop le côté. Mais c'est pas la. Comment dire, c'est pas le seul visage du mot. Ça va avec l'amour, bien sûr. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est ensemble. Le respect est dans l'amour. comme l'amour, c'est pas forcément ce côté un peu chichi, Si, un peu, exactement. je sais pas quoi. C'est juste de l'amour, c'est presque, j'ai envie de dire, la paix. C'est le calme, Grave, grave, c'est grave, l'équilibre. grave. Je sais pas comment dire. C'est grave ça. C'est grave ça. Putain, ça fait plaisir. C'est grave ça. Tu viens de dire tout ce que j'essaie de dire depuis que, que je suis gamin. Mais non, en tout cas, moi, c'est comment je ressens les choses depuis petit. C'est vrai, par rapport à ces deux mots-là en particulier, Mm, ça m'a toujours frappé. mm, On nous apprend pas comme ça. Et puis, on nous apprend souvent enfin, je sais pas comment dire, presque par image, craindre l'amour, parce que c'est ça, on nous met l'étiquette de chichi, mais c'est pas ça du tout. T'as tout dit. C'est pas ça. C'est pas l'amour de. Ah, t'es amoureuse d'elle là, Ouais, de ouais. gamin. C'est pas ça. Pour moi, c'est le sentiment le plus pur. En fait, Exact. c'est le sentiment quand tu vois ton enfant, là, c'est là que tu comprends le sentiment. En fait, c'est un sentiment tellement pur qu'en fait, c'est cette pureté-là qu'il faut essayer de garder le plus longtemps. Après, il y a plein de choses dans ta vie qui vont faire en sorte que ça va évoluer. Mais cette pureté-là, c'est ça l'amour. C'est ça, en fait. Et dans les yeux de ton fils, et quand il te regarde, c'est pas qu'il te regarde en mode, c'est pas ça. C'est juste que c'est naturel, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Je pense que le mot vrai est là. Cette sorte de sincérité, honnêteté. On avait un invité, Benjamin Cololi, qui est passé, et je disais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très honnête, sincère, mais sincère dans le sens vrai. C'est ça, dans le sens, si je suis énervé, je suis énervé. Si je suis heureux, je suis heureux. Si je suis, je sais pas comment dire, Mhm. sans Ouais, filtre, ouais, en ouais. fait. C'est sans jouer un jeu. C'est sans Mhm. avoir un masque. C'est être soi-même, totalement. Je sais pas comment dire. Mhm. Et ouais, j'ai l'impression que tout ça, ça va ensemble. Clairement. Et Mm. voilà. Bon, je peux continuer mon monologue, mais Guillaume, Non. tu voulais dire quelque chose de nouveau. Mais moi, en tout cas, une question que j'avais avant, Mhm. tu as dit, tu sais très bien quelle valeur tu vas inculquer à tes enfants, à ton fils, en Mhm. l'occurrence. Mais comment tu sais pas encore? Et puis moi, j'avais envie de te dire, en fait, c'est qui tes exemples du coup? Tu regardes où? Quand tu dis je regarde à gauche, à droite, c'est où concrètement? Je regarde les anciens. Plus les anciens, plus. Euh, ouais, les anciens. Je regarde pas. Euh, je regarde pas que dans ma famille, par exemple, hein. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, euh, je trouve que sans juger personne, chez tout le monde, tu peux trouver du bon et du mauvais, même dans ta famille, même dans tout. Donc, je regarde surtout j'aime les gens simples. Et je regarde beaucoup chez les gens simples qui ont réussi avec leurs enfants à garder une bonne relation. Déjà, parce que déjà, ça, là, c'est pas donné à tout le monde. Et quand je vois une dame de 50 ans avec sa maman qui, elle, a 75 ans et ils sont comme des meilleurs amis, ils continuent à avoir cette relation-là, je me dis déjà que quelque chose qui a été transmis, qui a marché déjà. Mm. C'est pas tout le monde qui a une bonne relation avec les. Donc, des petits trucs comme ça, et je parle avec les anciens surtout, parce qu'en fait, avant, je me rendais pas compte, mais l'expérience, l'âge, c'est vraiment quelque chose en plus. T'as vraiment des coups d'avance. Parce que quand tu es dans l'adolescence, tu es dans la fleur de l'âge, tu es dans la vitesse, tu es dans la précipitation, tu es dans la puissance, tu penses pas qu'ils ont des coups d'avance, mais les gens ont vraiment des coups d'avance. Et c'est la vie qui leur a donné ça, et tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas ces coups d'avance-là parce que tu n'as pas vécu, en fait. Donc, j'apprends de toutes ces personnes-là. Et puis après, j'apprends en faisant des erreurs aussi. Ça, c'est important aussi. J'apprends en faisant des petites erreurs. Parce que malheureusement, c'est là qu'on apprend le plus. Malheureusement, en tout cas, dans ma vie, j'ai plus appris dans mes erreurs que dans les trucs que j'ai réussi direct. Parce qu'après, quand tu as réussi directement, tu
n'as pas eu de recul, tu n'as pas eu de réflexion à avoir par après. Ça a Exactement. été intrinsèque, ça a été naturel, tu as réussi. Mais dans les trucs que tu as ratés, c'est là où tu mets de la réflexion, en fait, toujours. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut tout rater, les gars. Non, c'est vrai ce que tu dis. Et, je pense qu'on Mm. en est tous conscients. Ça. Enfin, on a tous nos expériences personnelles et Mhm. on se rend compte tous que c'est là, que c'est dans le dur que tu apprends, que c'est quand tu fais des erreurs, que c'est ça aussi Mhm. qui est la vie, au fait, finalement, et qui fait qui on est. J'aime Clairement. bien aussi la petite touche d'humour de temps à autre que tu lâches. Loki, tu as envie de décrire comme quelqu'un qui est drôle. Je suis sûr que tu fais tout le temps des blagues, toi, au quotidien. Ouais. Mhm. Ah, Je suis rarement, je suis sérieux que quand il faut être sérieux. Je suis rarement dans le très sérieux. Je suis toujours dans la bonne humeur. Mhm. Toujours. un chambreur aussi, un peu. Un peu. Ouais, Beaucoup. il n'y a plus de secret pour moi. On s'en bat, évidemment. Mais bon, Guillaume, je sais qu'on a plein de questions, qu'on a aussi cette transition à faire peut-être Mhm. sur ta carrière en tant que joueur véritablement. Mais je voulais vraiment te poser cette question parce que là, on a une belle discussion. Et puis, ouais, je sens que c'est le moment de la poser. Mais ma question, c'est, on sent que tu as beaucoup vécu, tu l'as dit avant, mais ça se sent Mhm. vraiment quand tu parles. Est-ce que déjà plus jeune, c'est un peu bizarre ma question, mais comment est-ce que tu as vécu le fait d'avoir autant de vécu, d'avoir vu beaucoup de choses? Mais ce que tu dis, c'est pas faux parce que ça a commencé jeune, en fait. Parce qu'en fait, très jeune, par exemple, euh, tu vas peut-être voir ça dérisoire. Mais par exemple, j'ai 10 ans, j'ai 10 ans, je suis dans un vestiaire de foot. Le fait qu'à la fin de l'entraînement, tout le monde a ses parents qui viennent le chercher et que moi, je dois prendre le transport, rentrer dans le bus du soir, dans le métro du soir, voir le SDF dans le métro qui te demande l'argent, tu vois tel, tu vois un type qui est en train de fumer son joint. En fait, tu vis d'autres choses déjà. Donc, ça veut dire déjà à 11 ans, j'ai, j'en accéléré des choses que l'autre enfant de 11 ans, il n'a pas eu le temps parce il était épargné de ces choses à voir. Là, j'arrive en bas de chez moi et je vois un monsieur, il vient de se battre avec quelqu'un, il est en sang. C'est des trucs. euh, euh, Moi, personnellement, ça n'a pas été traumatisant du tout. Parce que je ne suis pas en train de dire, enfin, peut-être que je ne me rends pas compte que c'était un traumatisme à certains moments, mais euh, je dirais un traumatisme qui m'a bloqué. Ça m'a un peu, ça m'a rendu plus dur, mais ça ne m'a pas bloqué dans quelque chose. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, tu vis les trucs en accéléré. Tu vis les trucs en accéléré, c'est un bête détail, je te dis, hein. Juste le fait que tu sors du vestiaire 10 ans, tout le monde a ses parents, quand tu rentres en métro, en fait, tu as plus de 10 ans. Tu as 10 ans et c'est des 6 mois. Eux, ils ont encore 10 ans. Tu as Parce 16. que, Ouais. ouais, voilà, c'est vrai, T'as parce que, grandi plus vite. voilà, c'est simplement ça. Ouais, Et puis, non, je t'écoute. non, vas-y. Et tu, je sais que j'ai vite banalisé plein de choses. Banalisé plein de choses où je vois des gens, oh, wow, wow. Et encore plus en Suisse. Encore plus en Suisse, quand je suis arrivé en Suisse, euh, parfois je dis quelque chose à quelqu'un et c'est quoi? Tu vois, parce que c'est peut-être pas la réalité de ce qui se passe. Mhm. Donc, mais bon. Mais je le dis, c'est pas une position victimaire que je prends, hein. Ça peut être personnellement, ça peut être un traumatisme, je pense. Je, Certains diront oui, parce qu'on va dire, par exemple, le problème avec l'autorité que j'ai eu très jeune, ça peut venir de ça. Donc, ça peut être, entre guillemets, des traumatismes. Mais quand je parle de traumatisme, je veux dire quelque chose ça m'a donné de la force plus que ça m'a desservi, dans ce sens-là. Ça m'a peut-être desservi au niveau de l'autorité, par rapport à certaines erreurs de comportement, tout ça. Mais dans ma passion, dans mon, mon désir, ça m'a donné de la force. Mhm. En tout cas, bah, c'était exactement ça que je voulais te demander. Et puis, tu as, Mhm. je crois, très bien répondu. Et avant, tu disais que c'était un petit détail peut-être de rentrer tout seul à 9 10 ans. Mais je crois qu'au contraire, c'est un très grand détail qui illustre Mhm. justement la différence du monde dans lequel tu vivais vis-à-vis des autres autour de toi. Et puis, bah, voilà, je crois que j'ai eu ma réponse à ma question du fait de vivre Mhm. plus jeune des réalités que d'autres voient que plus tard. Tard. Mhm. Et ça, c'est vrai que bah, peut-être ça a aussi joué un rôle dans ta maturité ou en tout cas dans la conscience que tu as toi-même.
Tu diras par quoi? Par exemple, une altercation avec la police, il y a des gens qui la vivent à 22 ans, à 20 ans, ils sont contrôlés, ils sont au volant, ils ont déjà leur permis, ils ont déjà eu une vie normale. Et la première fois qu'ils ont une altercation avec la police, ils ont 20 ans. Altercation, je ne vais pas dire physique, mais je veux dire juste ouais, une altercation, juste avoir une discussion avec un policier, un contrôle par exemple de police. J'ai eu mon premier contrôle, je crois que j'avais 11 ans. 10 ans, papier, ton fouille, 11 ans, 10 ans. Et c'est quelque chose qui, tu banalises après, Mm. plus vite. Ça veut dire que moi, demain, je me fais contrôler. Après, quand j'ai eu 15 ans, je me suis fait contrôler. J'ai eu zéro. Je connaissais même la procédure. J'écarte déjà les jambes. Je sais pas comment expliquer. Je connais. Je connais. Ça veut dire que c'est déjà acquis. Alors, avant de conclure cette discussion, on aime bien poser une ou deux petites questions qui représentent le podcast. Et la première que j'aimerais te demander, on a peut-être déjà un petit peu la réponse, mais quelle est vraiment pour toi quelle est ta plus grande source d'inspiration? Et peut-être je peux préciser, Andrea, sans te couper, que ça peut être quelqu'un dans le foot, en dehors du foot, mais ça peut aussi être, je sais pas, on a eu des réponses parfois, on a eu un Michael Jackson avec Jordan Lotamba. Ça peut être aussi un athlète ou je sais pas, un artiste, ou tu vois, ça Mhm. peut être les deux, voilà. Bah, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, dans le sens, j'ai dans la vraie vie, j'ai un maman. Voilà. Ça, c'est sur le. T'en doutais. Euh, euh, j'ai dans ma confession de foi, je pense que même peu importe ta religion, si tu lis un peu l'histoire de Jésus, pour moi, t'es pas croyant, l'histoire, que tu crois, que tu crois pas, je trouve que c'est très inspirant, parce que là, ça revient à l'amour, au vrai de son prochain, de ce que tu es prêt à faire et tout ça. Donc, déjà, ça, c'est une source d'inspiration pour moi. Euh, et si je parle d'un athlète en lui-même, je pense qu'il n'y a pas. Après, il a des mauvais côtés comme c'est un être humain, mais je pense pas qu'il y a pas un athlète au-dessus de Michael Jordan. Je pense que c'est l'athlète par excellence, dans le sens que c'est c'est tellement vrai, beaucoup de défaites, beaucoup de fêlures, mais c'est la mentale du gagnant. Ça, c'est une source d'inspiration dans mon domaine, qui est le sport, qui est le sport. Euh, et avec ces trois-là, si tu fais un mix, je pense que c'est top. Bon, et puis moi, je vais te demander, en dehors de rêver, quels sont les secrets du succès selon toi? Ouh. Après, je trouve le succès, c'est un mot qui est, comment dirais-je, qui fait peur. Parce que c'est un mot, on dirait, c'est. Par exemple, moi, mon fils, il a du succès quand il a réussi à se lever tout seul et faire 3 pas, il a du succès. Ça veut dire que ça dépend aussi où tu places le succès, parce qu'on est dans une société où le succès, c'est être multimillionnaire, être sur les pages de tous les magazines. Ça, c'est un peu l'image du succès d'aujourd'hui. Après, il y a rêver et il y a. Et je sais pas, parce qu'en fait, c'est trop dur à mettre le mot succès. Non, non, mais en plus, ce que tu dis, je pense que c'est extrêmement important en vérité. C'est vrai qu'on ne le comprend pas forcément dans la question qu'on pose, mais je pense que Hmm, ton point, il est tellement vrai qu'il faut qu'il soit entendu. Mais alors, j'ai envie d'adapter la question et de dire, à tes yeux, justement, euh, hmm. pour ce que toi, tu considères comme du succès ou comme la réussite, c'est quoi ce qu'il faut, les valeurs qu'il faut, ou c'est quoi ça? Voilà. Euh, ben, les valeurs qu'il faut pour moi, il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut de la passion, de l'amour et, et de la persévérance. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que on se fixe toujours des objectifs. Chacun a sa hauteur, a sa valeur. Et on les repousse chaque fois plus qu'on l'atteint. Il y a un objectif final, mais après, tu dois chaque fois repousser. Et, c'est une suite de petites. Bon, le succès, pour moi, c'est une suite de petites victoires. C'est ça, en fait. C'est une suite de petites victoires parce il y a plein de victoires euh, peut-être mon rêve, c'était d'être champion du monde.
Mais avant d'être champion du monde, j'étais champion de mon quartier, puis j'étais champion de mon immeuble, et puis après j'ai avancé, puis je suis devenu professionnel. Et ça, c'est plein de petites victoires que je peux pas effacer parce que j'ai pas gagné la Coupe du Monde. Donc le succès, il est relatif, mais il faut avoir des rêves bien loin, bien loin. Euh, comme un certain chanteur que je ne citerai pas a dit, il faut viser le soleil pour au moins atterrir sur la lune. Voilà. Mm. Et, et les valeurs, c'est la persévérance, la passion, l'amour. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça. En fait, je pense que, ouais, excuse-moi Guillaume, tu t'expliques le truc très bien. C'est-à-dire que souvent, on voit le succès comme la destination finale, alors que déjà, peut-être, j'ai envie de dire, il n'y a pas de destination finale dans la vie. Non. On est tout le Non. temps en train d'évoluer. Mais le Mhm. truc, c'est que, en fait, pour y arriver, tu as besoin que les détails, donc ces petites victoires, ces détails-là, si on veut, ils Mhm. soient validés. Genre, Ah moi, oui, clairement. je veux accomplir mon rêve, il faut que chaque jour, j'ai bossé, que chaque matin, j'ai fait ma routine, que chaque soir, j'ai fait ma routine. Et tout ça, c'est une victoire en soi, Mm. à célébrer. Euh, clairement. Clairement. Je pense que un jour, là, pour parler de notre métier, moi, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs de foot qui se rappellent d'un moment où ils ont réussi un truc à l'entraînement d'incroyable qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils ont passé. Et ça fait partie des victoires et des succès. Il n'y a pas que les matchs, il y a plein de petits trucs au quotidien. J'en suis sûr, moi, je me rappelle quand j'étais petit, je m'entraînais de mon pied gauche. Je me rappelle quand j'ai commencé à marquer mon premier but du pied gauche. Moi, je me rappelle très bien, c'était l'entraînement. Je m'entraînais un peu d'abord tout seul, au vide, but de vide, but de vide. Et puis, je me rappelle mon premier enchaînement où je sors sur mon pied gauche et un peu plus grand. Je ne me rappelle de quand j'ai 8 ans ou 9 ans, ou tu ne te rends pas compte, mais je pense que j'avais 14, 15 ans. Je me rappelle comment je commençais un peu à maîtriser mon mauvais pied. Ah bon, c'est une victoire de ouf. C'est... Et, ça, et c'est sûr que les footballeurs, ils se rappellent des petits trucs comme ça. Et ça fait partie des petits succès. On ne peut pas négliger. On peut pas négliger parce que j'ai pas gagné la première ligue, par exemple. Parce qu'avant de gagner la première ligue, moi, je sais que j'ai eu un contrat dans un club de première ligue. Et ça, c'est un succès déjà. C'est un petit. Je peux pas tout jeter parce que j'ai pas fait de carrière en première ligue ou je sais pas comment expliquer. C'est plein de petits trucs. Il n'y a Mhm. pas de destination finale. Comme tu as dit, il n'y a pas de destination finale. C'est, t'as un objectif, mais c'est pas la destination finale. Parce qu'imagine, tu l'atteins. Tu vas t'arrêter. Tu vas Mm. repousser encore. Tu vas le repousser. J'en suis sûr que tous ceux qui ont des success stories exceptionnels, comme je veux dire, je sais pas qui citer, euh, il y en a qui sont programmés, qui y croient, mais il y en a, par exemple, ça les dépasse ce qui leur arrive. Combien de fois j'ai entendu, j'aurais jamais cru arriver là. Mais une Mm. fois qu'ils y sont, ils sont obligés de repousser leur objectif parce que sinon ils vont dormir. Non, c'est vrai. Ouais, finalement, on va dire que tu as des objectifs, puis tu as des étapes. Mais même ces petites étapes, finalement, c'est des succès, en fait. Ah, clairement. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mm. Je Ouais, pense Jason, que tu soulignes encore une fois, et c'est marrant comment combien dans cette discussion, je pense qu'il y a tellement de leçons à prendre de la société dans laquelle on vit, et que tu remets en question, qu'on remet en fait au final les trois en question, Mhm, mhm. par de la réflexion, par du vécu. Et je pense que ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas oublier ces petites victoires, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où en fait, si tu n'as pas atteint ton objectif final, grosso modo, c'est un échec. Genre, si moi, demain matin, je ne suis pas multimillionnaire, grosso modo, Rate ta vie. j'ai raté ma vie. C'est Mhm. exactement ça. Et en fait, on grandit dans cette mentalité-là où en fait, déjà, nous, en fait, on enlève notre propre connaissance à soi-même et puis on vit dans une pression de malade mental. Ah, on se rajoute une pression inutile. Mais je le dis aujourd'hui, mais j'étais dans ça, j'ai vécu dans ça toute ma vie. Et genre, des pressions que tu te mets tout seul à cause, pas à cause de quelqu'un, mais par le biais de la société, de comment ça fonctionne, c'est une dinguerie. En vrai, c'est un poids. Tu te rends pas compte, toi, tu penses que c'est un poids que tu te mets inutile, inutile. Mhm. J'aime beaucoup les joueurs brésiliens, par exemple, dans leur attitude, dans leur, euh, dans leur au-delà que c'est des joueurs de talent, c'est vraiment si tu côtoies un joueur brésilien, si tu as déjà côtoyé un joueur brésilien, tu verras ce qu'on appelle, nous, nonchalance, ce qu'on appelle euh, je m'en foutiste, Mm. mais qui en fait, c'est leur force. C'est leur force. Ils sont dans une, par rapport au foot, hein, je ne parle pas dans notre domaine, mais ils sont dans une attitude tellement
on vit le truc, voilà quoi. Prends pas la tête, joue, fais-toi plaisir, prends du plaisir à l'extrême. Là où nous, on a mis ça, on a rendu ça sérieux, on a rendu ça mathématique, on a rendu ça. Et eux, et c'est pour ça qu'ils ont toujours le truc en plus. Ils ont toujours le truc en plus depuis la nuit dans le football. Les Brésiliens, ils ont toujours eu le truc en plus. Le petit truc magique là. Mm. Ça vient de là, je pense. Il n'y a pas d'autre solution parce que quand on côtoie des Brésiliens, c'est là que tu comprends. Tu te dis, t'as l'impression qu'ils sont à 2 à l'heure. En fait, ils sont tranquilles. C'est le top. C'est marrant comme on peut. Non, déjà, on sent que tu as côtoyé des Brésiliens dans ta carrière. C'est le premier truc, mais l'autre chose, c'est que enfin, c'est tellement vrai pour tous les gens qui ont écouté, c'est qu'en fait, déjà avec notre mental, on peut tout manipuler dans tous les sens. On se rend compte qu'on peut se créer un blocage mental ou une pression. Clairement. Comme on peut créer qu'il n'y a rien du tout et que je peux juste tracer ma route sans avoir d'obstacle devant moi. Tout droit. C'est de la folie. Il y avait j'ai côté des Brésiliens, la pression, je ne sais pas si ce mot, il existait pour eux. Ils ne connaissent pas. Ouais. Et même si moi, parfois, je la trouve positive, parce que moi, parfois, ça me fait en sorte que je prends ça au sérieux un peu. Et je me concentre. Mais je ne suis pas sous pression du stress. Moi, j'ai toujours la pression du vas-y, c'est sérieux, vas-y, donne tout. Ne prends pas la légère. Mais eux, c'était à l'extrême de l'extrême. Et je ne sais pas si c'est dans la culture, ça, je ne peux pas dire, hein, mais c'est une force. C'est une force parce que toi, tu peux te serrer comme tu veux. Des mauvais matchs, t'en feras, quoi qu'il arrive. Tu peux te concentrer pendant 100 heures avant un match, si tu veux. Même si tu as 24 heures dans une journée, tu peux te concentrer 100 heures. Dans ta carrière, tu feras des mauvais matchs. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive. Donc, eux aussi, ils font des mauvais matchs, autant que toi. C'est peut-être moins même, mais ils sont dans une attitude mentale zen. Et c'est le feu. Bon, alors pour moi, franchement, ça a été un véritable plaisir cet épisode. Je veux dire, pour tous les gens qui écoutent, franchement, les gars, vous ne pouvez pas rater cet épisode. C'est un immanquable, de sûr, de sûr, de sûr. Il y a beaucoup trop de leçons de la vie. Je crois qu'on a discuté là, c'est un truc de fou. Et puis, comme je l'ai dit avant, c'est pour ce genre de dinguerie que moi je fais ce projet avec Guillaume et les autres. Et franchement, c'est la tuerie. Et j'ai envie de te remercier encore d'être venu, d'avoir accepté, de t'être ouvert. Justement, on est tous différents et du coup, c'est ça qui rend en fait les conversations uniques. Et puis, on crée je sais pas comment dire, mais cette unicité, je pense, à chaque épisode. Et puis, en tout cas, cet épisode-là, je l'ai kiffé vraiment. Et puis, donc, encore un merci de t'ouvrir, de parler, de discuter, d'échanger. Moi-même, j'ai envie de dire, j'ai été beaucoup inspiré par toi et j'ai appris beaucoup de choses. Puis, on veut donner ça aux gens. Mais c'est vrai que parfois, comme le dit Guillaume, c'est important aussi que nous, on se sente inspiré, qu'on apprenne quelque chose. Mais moi, définitivement, je ressors avec plus avec moi à la fin de cet épisode et de cette discussion. Donc, merci. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment cool. Et moi, j'ai envie de rajouter. Bon, déjà, comme d'habitude, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Jason l'a dit. J'espère vraiment que vous aurez écouté cet épisode en entier. Et puis, on peut même déjà vous dire, il y en aura un deuxième. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'homme. Et bon, c'est ce qu'on recherche à travers le projet, mais on vous promet, on parlera un petit peu plus de foot aussi la prochaine fois. Et j'ai même envie de dire aussi, aujourd'hui, on a parlé, et tu le disais avant qu'on commence l'interview, les gens, ils connaissent Mutombo, mais ils ne connaissent pas Andrea. Et aujourd'hui, je pense qu'après cet épisode, ils connaissent vraiment Andrea. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Comme tu as dit, tu es resté toi-même, d'être quelqu'un de pudique, etc. Mais tu es resté toi-même et c'est ce qui fait la magie de cet épisode. Alors, bon, comme d'hab, n'hésitez pas à liker l'épisode, à partager, à donner vos feedbacks en espérant qu'il vous ait plu. Et on sait que plus votre soutien sera grand, plus on sera aussi. Et Andrea, Jason t'a déjà remercié. Je te remercie encore une nouvelle fois. Merci à vous, Puis, merci. plein de succès dans ta vie. Enfin, le succès maintenant, on ne sait plus vraiment ce que c'est, mais plein de force pour la suite. Et puis, je me réjouis déjà de te retrouver la prochaine fois pour la suite. Merci. Merci beaucoup, l'équipe. C'était fort. Merci.